Avant de commencer, je tenais à vous remercier car nous sommes déjà plus de 100 abonnés à la chaîne. Oui, je m'inclus dedans. Ce qui paraît peut-être pas beaucoup pour certains, mais pour moi c'est énorme. C'est l'équivalent d'une salle d'amphi ou de 3 classes en sureffectif. Donc merci du fond du cœur. En plus, ça me réjouit parce que vous prenez vraiment le temps de poser des questions dans la section commentaires. Continuez, je suis vraiment contente d'interagir avec vous et c'est pour ça que la chaîne est faite. Attention, dans cet épisode, nous allons parler d'animaux morts et de peau pourrie. Non, pas ce type de peau pourrie. Donc, âme sensible à la condition animale, s'abstenir. Je pensais être moi-même très sensible, mais j'ai réalisé par une amie qu'elle devait faire des détours dans tout son quartier pour éviter les boucheries. Sans aucun jugement, je préfère juste vous prévenir, puisque la vidéo s'appelle Cuir ou Parchemin, c'est assez inévitable de parler d'animaux morts. Je suis conservateur restaurateur du patrimoine, accrédité par l'État pour la conservation et restauration des objets relatifs aux arts graphiques et matériaux associés. Bonjour, restauratrice de vieux papiers. Et par ma spécialisation, je suis aussi habilitée à restaurer les parchemins. Quand je dis ça, il y a souvent une question qui revient, c'est qu'est-ce que c'est que le parchemin ? Plutôt que d'être choquée et déçue que ce ne soit pas évident pour tout le monde parce que c'est ma passion et que du coup j'ai oublié que certaines personnes ne travaillent pas avec le parchemin tous les jours, j'ai décidé de vous faire une vidéo afin de vous expliquer ce que c'est que le parchemin. C'est vrai que rétrospectivement, je peux comprendre que ce soit pas si évident parce qu'à part une minorité de la population qui aime faire de la calligraphie en copiant des moines copistes du XIIe siècle et qui utilisent donc du parchemin, en fait le parchemin a complètement disparu de notre quotidien. Il n'a même pas évolué comme le papier ou le cuir et même si au XIXe siècle on l'employait encore pour des documents officiels, aujourd'hui il n'y a plus aucune raison de croiser du parchemin. Donc finalement c'est assez normal que la question revienne. Yes, I'm sorry. Première précision, même s'il vous évoque des vieux grimoires et des surfaces lisses, fines et blanches, le parchemin n'a rien à voir avec le papier. En fait, cette vidéo s'appelle Cuir ou Parchemin, parce que ce qui se rapproche le plus du parchemin, c'est le cuir. Duh. Comme le cuir, le parchemin est fait avec de la peau animale, alors que le papier est fait avec des fibres végétales. Il existe 3 grandes familles d'animaux capables de fournir la matière première à la fabrication du cuir, les bovins, les ovins et les caprins. Mais en théorie, on peut faire du cuir avec n'importe quelle peau, qu'il s'agisse de requins, de serpents, ou encore d'autruches, ou même de... A noter que si on peut faire du cuir avec n'importe quelle peau, le parchemin est fait avec nos animaux de boucherie, c'est-à-dire bœuf, porc, chèvres et moutons. Pour faire la différence entre le cuir et le parchemin, on doit nécessairement connaître la structure de la peau. Pour ça, il faut déjà savoir que la peau est constituée de plusieurs tissus, dont 2 principalement vont nous intéresser. D'abord, il y a le tissu de revêtement externe, l'épiderme, qui est peu développé, légèrement coloré et où les poils sont fixés, qui représente 1% de la peau. L'épiderme va être supprimé dans les premières étapes de fabrication du cuir, laissant apparaître les couches inférieures composées de fibres collagènes, qu'on appelle le derme. C'est la partie essentielle pour le tanneur. Il est constitué de fibres collagènes blanches, qui donnent cet aspect blanchâtre à la matière et représente environ 85% de la peau. Il y a 3 strates dans le derme. D'abord, la couche papillaire, qui est la couche supérieure, appelée aussi fleur, et qui constitue le grain du cuir. Puis la couche réticulaire, ou croûte, puis enfin la couche lamellaire, ou sous-cutanée, ou encore hypoderme, qui fait la jonction entre la peau et les muscles, et qui est supprimée dans la fabrication du cuir. Oups. Seule la fleur et la croûte constituent le cuir. L'épaisseur des différentes strates va varier selon l'âge, le sexe et la race de l'animal. La surface du cuir, le grain, dépend de l'implantation des poils, des plumes ou des écailles. On peut donc deviner à la loupe, ou à l'œil nu quand on a l'habitude, quel animal a fourni la peau. Voici un exemple de peau ayant appartenu à une chèvre. Ici, un mouton. Et là, poulet, non, pas poulet, un porc. Les peaux fraîchement équarries, c'est-à-dire dépecées, vont être empilées et salées afin de réduire la quantité d'eau dans les peaux, tout ça pour éviter aux peaux de pourrir le temps de les déshydrater. L'atmosphère du local est maintenue à une très haute humidité relative, on est entre 70 et 90%, alors que la température est très basse à 10 degrés. 2 raisons pour lesquelles on veut ralentir le processus de séchage, uno pour qu'elle ne se recroqueville pas, deuxio pour qu'elle reste souple. Au bout de 15 jours, les peaux sont triées et classées selon leur épaisseur, leur qualité, le nombre de défauts de leur dépouille, leur surface et leur poids, et tout ceci va bien sûr influencer le prix final. Quand on dit défaut, entendre toutes les cicatrices laissées sur la peau, qu'elles aient été causées par les barbelés, les encornages, les marquages au fer, les tiques, les gales, les verrues et les 10 autres plaies d'Égypte. Les peaux viables pour la fabrication du cuir partent ensuite à la tannerie.
J'ai donné la pratique la plus populaire du salage des peaux, mais il faut savoir qu'en Amérique du Nord, on procède par exemple au saumurage, c'est-à-dire on trempe les peaux dans des cuves avec de l'eau et du sel, et que dans les pays de la Méditerranée, les peaux sont laissées à sécher en plein air. Mais ça ce n'est rien en termes d'alternative en comparaison avec le maxi-listing d'étapes que je m'apprête à faire. Pour la fabrication du cuir, on peut avoir jusqu'à plus de 20 étapes qui vont elles-mêmes être catégorisées en 4 grandes catégories d'étapes, avec des sous-catégories d'étapes, des sous-sous-catégories d'étapes, certaines étapes qui peuvent être répétées, certaines étapes qui ne peuvent pas être associées à d'autres étapes, et toutes ces étapes ne sont pas traditionnelles, d'autres le sont, d'autres sont modernes et peuvent être associées à des méthodes traditionnelles, mais d'autres étapes traditionnelles ne sont pas associées avec des méthodes. Bref, plus il y a d'étapes dans la fabrication du cuir, et plus il va être noble et cher, puisque le but ultime de toutes ces étapes, c'est de pousser la souplesse et la résistance du cuir à son maximum. T'approches pas, je te tape! Chiche. Première étape, le travail de rivière. Une fois la peau arrivée à la tannerie, elle va être réhydratée afin d'enlever toutes les impuretés et les souillures pour procéder aux prochaines opérations dans de bonnes conditions. Cette étape s'appelle le trempage ou le reverdissage. Fun fact, au Proche-Orient, on faisait baigner les peaux dans une cuve avec des extraits végétaux, de l'urine et des excréments d'animaux. L'opération de l'épilage et du pelanage, qui est une extraction chimique des poils et de l'épiderme dans le pelin, qui est un bain à base de chaux. Le bain va durer une semaine, durant laquelle les lipides et les protéines vont être attaqués dans la fibre, tout en préservant le collagène, ce qui va avoir un impact positif sur la souplesse du cuir. L'ébourrage ou le délainage qui consiste à retirer les poils de la peau grâce au pélénage réalisé précédemment. Puis c'est l'écharnage dont je parlais tout à l'heure, étape à laquelle on va retirer les tissus sous-cutanés mécaniquement. Drop the mic. Le façonnage ou décrassage. On zappe cette étape. Avant de passer à l'étape 2, le tannage, on va passer par quelques étapes intermédiaires, notamment le déchelage qui consiste à retirer tous les produits chimiques utilisés précédemment, puis le confitage pour certains animaux seulement, où l'on va baigner la peau dans un bain d'enzymes pour dégrader l'élastine et améliorer la souplesse, mais également continuer de nettoyer la peau. Après cette étape, on obtient ce qu'on appelle la peau de tripe. C'est le derme qui est à présent blanc, opaque, souple et très visqueux. À ce stade, la peau est très hydratée, jusqu'à 75% d'eau en moyenne, et il faut rapidement passer au tannage afin d'éviter la putréfaction. Pour gagner du temps, si on ne peut pas tout de suite envoyer la peau au tannage et qu'on veut éviter la putréfaction, on va procéder à un piclage, donc c'est comme les cornichons, pickles, on met la peau dans un bain avec de l'eau, du vinaigre et du sel, ce qui va avoir pour effet de réduire la quantité d'eau en prévision du tannage, mais aussi d'améliorer la pénétration des tanins. Voilà. Ah non, c'est pas fini, ça c'était les premières étapes de la première grande étape du travail de rivière qui aurait été traditionnellement réalisée entièrement à la main, mais aujourd'hui on fait tout en une seule fois dans un énorme foulon qui est quelque chose entre le tonneau géant et le tambour d'une machine à laver. Deuxième étape, le tannage. Cette opération consiste à transformer la peau d'animal en cuir grâce à la fixation de tanins sur la peau de tripe. On va passer alors d'une matière qui est putrescible, très hydratée et sensible à l'eau chaude, à une matière qui est imputrescible, peu sensible à l'eau chaude et très déshydratée. Traditionnellement, on utilise des tanins végétaux que l'on se procure dans la nature, généralement sur les racines, les écorces ou les noix de certaines plantes. La macération aurait duré jusqu'à 18 mois en cuve tannique, mais aujourd'hui on ajoute des accélérateurs de tanins végétaux, réduisant le temps de macération à 30 jours en moyenne, voire jusqu'à 5 jours pour les petites peaux. Et j'ai pas dit vieilles peaux. À partir du 19e siècle sont introduits les tanins minéraux. On a le chrome, l'aluminium, le zirconium, le titane ou encore le fer, et le procédé dure environ 24 heures. À tel point qu'aujourd'hui, le tannage au sel de chrome représente encore 80% du tannage mondial des cuirs. Au XXe siècle sont introduits les tanins synthétiques, comme le glutardéhyde ou encore le triazine, dont je ne parlerai pas trop. Ou pas du tout d'ailleurs. Nota bene, pas lui, le tannage à l'huile de foie de morue est appelé chamoisage, mais il concerne principalement le tannage des peaux de mouton, qui sert à obtenir la peau de chamois, qui n'a donc rien à voir avec un chamois. Le cuir de tannage végétal est très différent de celui au chrome. Déjà, il est beaucoup moins souple et moins élastique, et ensuite il se détériore à 75 degrés dans l'eau bouillante et à 100 degrés à sec, alors que pour le cuir de chrome, il ne se détériore pas dans l'eau bouillante, il se détériore à 130 degrés à sec. Mais attention, je vous vois venir, ces tests ont été réalisés sur des cuirs fraîchement tannés, donc ils sont tout jeunes, neufs, ils sont un peu vieux et pourris en vrai, mais c'est pas grave, alors que les normes tapis ont établi que sur un cuir neuf vieilli artificiellement,
Au bout de 3 ans, sa température de dénaturation est à environ 40 degrés, si je me souviens bien. Donc on parle même pas d'un cuir ancien. L'eau et la chaleur, c'est proscrit. Non mais même un coton-tige avec de l'eau, ça ne marche pas. On ne les nettoie pas, ça va faire des grosses taches noires et de mauvaises surprises. Croyez-moi, vous préférez éviter. Je me suis un peu emballée là. Je suis désolée, ça me met toujours dans tous mes états quand on me parle de cuir mouillé. On a le secret. Après le tannage, la peau des tripes est enfin appelée cuir. Tant mieux parce que c'était vraiment pas très ragoûtant à dire. Cependant, si la peau est difficilement putrescible à ce stade, elle n'est pas encore prête à être utilisée pour la confection d'objets en cuir. On doit passer à la 3e étape, le corroyage. Première épreuve, l'essorage. La quantité d'eau va être réduite à environ 50%. Après cette étape, il y a un nouveau classement, puis on procède au refendage. Après une nouvelle sélection, on va donc refendre, c'est-à-dire trancher le cuir dans l'épaisseur pour obtenir 2 plaques de cuir à partir de la même peau, l'une qui aura le côté fleur et un côté chair, et l'autre qui aura 2 côtés chair. Donc c'est la croûte de cuir, et ça c'est le... Comment ça s'appelle déjà? Le pleine fleur, je crois. Ensuite, c'est le dérayage, où ces 2 plaques vont être encore affinées pour avoir des épaisseurs tout à fait exemplaires. Puis on passe aux opérations chimiques sur cuir humide. On a d'abord la neutralisation, qui consiste à retirer tous les produits chimiques pour faciliter la pénétration des produits suivants. Ensuite, on a le retannage, avec une opération 2 en 1, qui inclut et la teinture et le nourrissage. Souvent, les deux sont faits dans la même cuve, avec donc la teinture, qui va dépendre des tannages, des choix de tannage précédents, ce ne sera pas les mêmes colorants, et le nourrissage, qui consiste à graisser le cuir, pareil, avec tout un tas de facteurs qui dépendent de la nature du cuir, de ce qu'on a fait avant. Ce nourrissage est composé d'huile d'animaux marins et également de suif. Un essorage ou cuir au vent qui consiste à étirer les rides pour avoir un cuir plat. Le palissonnage qui consiste à étirer le cuir en tous sens pour étirer les fibres. Le grainage pour renforcer un grain ou en créer un faux, par exemple le croco, qui est créé bien souvent sur un cuir de vachette. Le veloutage par meulage ou ponçage qui permet d'obtenir par exemple un nubuck ou un effet velours. Le dépoussiérage, c'est un dépoussiérage. 4e étape, le finissage. Cette étape a pour but de rendre le cuir propre à la vente en améliorant certaines de ses caractéristiques physiques comme la résistance à la lumière ou encore des aspects de surface tels la brillance. Et il consiste en général à des mélanges de résine, d'auxiliaires de toucher, de sensations, de colorants, etc. qui vont améliorer donc l'appréciation et la relation au cuir. Il y a ensuite un lissage pour polir le cuir avec un cylindre en verre ou une agate, la pierre. Les apprêts sont appliqués à la peluche, c'est-à-dire un bout de bois recouvert de tissu, ou encore au pistolet aérographe, ou même entre des rouleaux cylindres compresseurs avec des séchages entre chaque couche d'apprêt. Bon, j'accélère. Puis un satinage qui consiste à écraser dans des rouleaux la surface pour améliorer encore la brillance. Puis il y a un battage, souvent pour les semelles en cuir, qui va améliorer la souplesse et la fermeté du matériau. Et enfin, parfois il y a même un vernissage, ou même des motifs appliqués au tampon en sérigraphie. Et attends, t'oublies pas quelque chose? Bah non, je vois pas. Ah, la boulette. Le parchemin. Ah non, mais c'est parce que... En fait, il y a tellement d'étapes pour le cuir, et puis le parchemin, en fait, c'est super court, et du coup, j'ai pas pensé... Ouais, t'as juste zappé, quoi. Bah... ouais. Ok, donc le parchemin ça va être beaucoup plus simple parce qu'on va juste reprendre quelques étapes du début de la fabrication du cuir, donc je vous donnerai pas tout le détail, mais c'est très rapide. On a d'abord le bain de chaud pour faciliter le retrait des poils, ensuite on a l'ébourrage et l'effleurage avec notamment un lunellarium qui est un couteau en forme de demi-lune et qui permet de gratter les résidus de poils et de graisse. Le raclement produit un effet de blanchiment et d'opacification du parchemin. Puis la peau est tendue sur un cadre en bois en perforant son pourtour et en passant un fil que l'on va pouvoir tendre progressivement grâce à des chevilles en bois. La tension va modifier la structure des fibres qui vont passer d'en gros ça à ça, donc des fibres en parallèle qui vont donner cet aspect caractéristique et souple du parchemin. Et avant que la peau ne sèche, on la saupoudre de craie pour absorber l'excédent de graisse et aussi faciliter le ponçage avec une hachette d'exdossage. Une fois sèche, la peau est poncée avec une pierre ponce, puis elle est frottée avec une laine d'agneau. Voilà, c'est tout. Alors par contre, la fabrication du parchemin pouvait durer entre 6 à 12 semaines, donc on est très loin en termes de durée des 18 mois de tannage du cuir, sachant qu'en plus après il fallait ajouter toutes les autres étapes de fabrication du cuir, mais cela n'enlève en rien la valeur ou la qualité du parchemin. En fait, la difficulté principale réside dans la lente tension de la feuille de parchemin, qui est donc très fine, très fragile, et qui est aussi fragile sous la lame de rasoir qu'un tambour dans lequel sauterait un lion.
D'ailleurs, traditionnellement, la peau des tambours est faite de parchemin. L'autre raison de la valeur du parchemin, ça va être la qualité de la peau. On la travaille à un tel stade de finesse et de blancheur qu'on ne peut pas se permettre d'avoir le moindre défaut visible. Ça veut dire que dès le départ, on doit acheter les peaux de meilleure qualité qui du coup ont un certain coût. D'ailleurs, la meilleure qualité de parchemin est produite à partir de la peau d'un veau mort-né. C'est donc un animal qui n'a pas vécu, qui n'a pas de cicatrice et surtout dont le derme est particulièrement resserré et donc opaque et lumineux. C'est un peu triste. C'est cette qualité de parchemin exceptionnelle que l'on appelle vélin. La rareté des livres médiévaux s'explique donc assez facilement quand on sait que un animal adulte, donc pas un vélin, permet d'obtenir environ 5 pages. Ensuite, à cette matière première, il faut ajouter la calligraphie, l'enluminure, la reliure, etc. Tous les joyaux, tout ça. Et du coup, ce type d'objet est forcément destiné à des personnes très riches, des cours royales, princières, ou encore au pape. C'est la vague du hardi. Pour vous donner une petite idée, pour un livre complet, on a l'exemple du Codex Amiatinus, qui est conservé à la bibliothèque Laurentiana de Florence, pour lequel il n'a fallu pas moins de 500 moutons pour produire le corps de texte. De manière générale, le parchemin coûte cher et on ne le gâche pas. Ainsi, les feuilles qui ont des défauts ou qui ont été percées lors de la fabrication sont souvent revendues à un peu moins cher, parfois au monastère, où l'on observe de très jolis raccommodages brodés. Une autre façon de le remployer va être de le gratter pour écrire à nouveau dans le cœur du parchemin, et on l'appelle alors palimpseste. Quand on est vraiment au bout du bout, une autre technique de recyclage consiste à découper le parchemin en petits carrés afin de structurer le dos des livres pour faire ce que l'on appelle des clés. Ainsi, il y a donc des fragments de texte cachés dans la plupart des livres anciens. Le mot parchemin provient de la ville de Pergame, aujourd'hui Bergama en Turquie, et il a été inventé dans l'Antiquité, a priori en même temps que le cuir. Il était déjà utilisé comme support d'écriture, et même comme vitre, en le huilant, on pouvait avoir une surface très légèrement transparente, et surtout qui protégeait et isolait contre le froid. Le parchemin est utilisé comme support d'écriture jusqu'au XIIe siècle, époque à laquelle il va être remplacé par le papier, qui est bien moins coûteux. Mais ils ont continué à être employés jusqu'au XIXe siècle pour les documents officiels, car ils résistent un peu mieux, par exemple aux incendies, et puis aussi pour le côté un peu formel de la chose. Si du point de vue de la conservation, on considère que le parchemin relève du domaine papier, bien qu'il soit très différent, c'est parce qu'on rencontre à peu près le même type de problématiques, déjà parce qu'ils sont blancs, fins, très réactifs à l'humidité, et aussi parce qu'on va employer le même type de médias dans l'histoire, c'est-à-dire le même type d'encre et de peinture à l'eau, donc on va avoir des techniques quand même similaires que l'on maîtrise en restauration papier. Et enfin, c'est parce que le parchemin a souvent été utilisé pour des objets similaires aux objets créés en papier, comme les livres ou les manuscrits. Alors qu'écrire sur cuir, comment vous dire Donc voilà, les restaurateurs papier restaurent le parchemin, mais le parchemin n'est pas du papier, et il existe des restaurateurs spécialisés en cuir pour restaurer le cuir. Bien qu'il y ait des restaurateurs papier spécialisés en restauration de livres, qui peuvent donc restaurer les reliures en cuir, mais pas tous les cuirs, et qu'il existe également des restaurateurs de livres, qui sont donc spécialisés en restauration de papier, parchemin et cuir, mais tous dans le contexte du livre. J'en peux plus, je vois plus droit.